Bonjour à toutes et tous et bienvenue aujourd'hui dans Sport à 360 et aujourd'hui podcast spécifique et assez long en prévision où je vais parler de l'évolution tactique du football avec notamment beaucoup de retours sur les coachs qui ont changé les choses dans le football en parlant de Arrigo Sacchi en passant par Pep Guardiola ou encore Rinus Michels. Aujourd'hui on va parler tactique et on va surtout parler football. Je vous emmène avec moi dans ce podcast et j'espère que ce sujet vous plaira. Si je vous demande à tous et toutes de me citer un sport, le football peut être un des sports qui va être cité en premier. Pourquoi il est le sport majeur numéro 1 dans le monde et il a un impact important sur l'humeur et la vie des gens. On connaît tous quelqu'un dans notre famille qui est supporter d'un club de football et qui dès le moment où cette équipe perd, celui-ci peut changer d'humeur à tout moment. Le football est avant tout un jeu, le beau jeu, et c'est bien plus qu'un simple affrontement entre deux équipes. C'est une toile mouvante, un art de la guerre moderne où chaque passe, chaque déplacement, chaque position est pensée, calculée et optimisée. Et à bien des égards, le football d'aujourd'hui ressemble aux échecs. Un jeu d'espace, de temps et de stratégie où chaque pièce a un rôle spécifique, mais peut parfois briser les règles pour surprendre l'adversaire. Comme aux échecs, il y a les joueurs pions, infatigables, couvrant sur le terrain pour créer des ouvertures. Il y a les tours, les défenseurs solides sur les côtés, les fous, imprévisibles et créatifs, au milieu souvent, ou les ailiers ou les meneurs de jeu, et bien sûr, les rois à protéger les rênes offensives, capables de tout renverser sur un seul geste. L'entraîneur, lui, est le véritable grand maître, capable de penser plusieurs coups à l'avance, d'anticiper les pièges, de sacrifier une pièce pour mieux frapper derrière. Depuis ses débuts rudimentaires au XIXe siècle, une époque où le football n'était qu'un enchaînement de courses et de longs ballons, jusqu'à l'ère moderne de la data, de l'analyse, des drones ou de l'IA tactique, le jeu n'a cessé d'évoluer. D'un sport basé sur l'instinct et la force, il est devenu donc un laboratoire, oscillant entre possession absolue, verticalité chirurgicale, entre pressing haut, pressing bas et blocs organisés. Chaque révolution tactique, du 2-3-5 britannique à la pyramide de Arrigo Sacchi, du catenaccio italien au football total néerlandais de Johan Cruyff, puis au tiki-taka espagnol et au contre-pressing allemand, a transformé la manière de penser les jeux. Et comme aux échecs, les meilleures idées ne viennent pas toujours des plus grosses pièces. Parfois, un seul mouvement latéral peut déséquilibrer tout un système. Alors que nous nous apprêtons à explorer ce voyage tactique, notre première escale nous mène aux années 1970. Une décennie qui a vu l'émergence de philosophies de football révolutionnaires, notamment le football total, de Rinus Michels, qui allait redéfinir et définir les fondamentaux du jeu, même 40 ans après. Rinus Michels, largement reconnu comme le père du football total, a fondamentalement remodelé le jeu, en mettant l'accent sur la fluidité des permutations, de positions et un pressing intense. Sa conviction profonde était que tout joueur de champ pouvait reprendre sans heurts le rôle d'un autre, à condition que la structure tactique de l'équipe soit maintenue. Ce concept exigeait que chaque joueur ait une compétence technique exceptionnelle, une intelligence de jeu tactique et une condition physique de qualité. La théorie tactique de Michels visait à modifier dynamiquement la taille perçue sur le terrain, le rendre plus grand en attaque pour exploiter des espaces et plus petit en défense pour étouffer ses adversaires. Ces équipes cherchaient à dominer la possession et à contrôler le tempo du jeu, pressant agressivement en groupe pour récupérer le ballon immédiatement après l'avoir perdu. Sous sa direction, l'Ajax a connu un succès remarquable de 1969 à 1973, y compris un record étonnant de 46 victoires à domicile sans défaite sur 2 saisons complètes, en 1971-72 et en 1972-73, et la conquête de 5 titres en 1972. Il a ensuite apporté cette philosophie novatrice à l'équipe nationale des Pays-Bas pour la Coupe du Monde de la FIFA 1974, où ils ont captivé le monde et ont été surnommés l'Orange Mécanique. Malgré leur jeu innovant et une avance précoce contre l'Allemagne de l'Ouest, en finale, ils ont finalement perdu 2-1. Cette défaite a été en partie attribuée au marquage individuel efficace de Cruyff par Betis Voxt et la domination du milieu de terrain
exercée par Franz Beckenbauer et ses coéquipiers. Johan Cruyff a sans doute été l'incarnation la plus célèbre du football total, servant de joueur pivot pour l'Ajax et l'équipe nationale néerlandaise. Il a parfaitement incarné la fluidité positionnelle, l'excellence technique et l'intelligence innée que le système exigeait. La liberté de Cruyff de se déplacer sur le terrain, exploitant les faiblesses défensives et créant des opportunités de but, était au centre de la vision révolutionnaire de Michels. Cruyff reprendra plus tard ses idées à Barcelone en tant qu'entraîneur, où il perfectionnera cette philosophie, posant les bases immuables de la domination future et d'un style de jeu bien distinct. Alors que le football total prônait la fluidité offensive, le catenaccio italien, signifiant verrou ou cadenas, en était l'antithèse frappante. Privilégiant une structure défensive rigide et hautement organisée, ce système perfectionné par Helenio Herrera à l'interminement dans les années 60 mettait en vedette un libéro positionné derrière la ligne défensive principale. Son rôle était d'intercepter les passes en profondeur et d'initier les contre-attaques rapides. L'équipe nationale italienne de 1970, sous la direction de l'entraîneur Ferruccio Valgherghi, s'est notamment dirigée dans une forme de catenaccio avec bien plus d'initiatives, de tentatives et de lui influencer plus de verve offensive. La finale de la Coupe du Monde 1970, un spectacle captivant entre le trio et le brio offensif du Brésil et le catenaccio de l'Italie, a parfaitement illustré ce choc tactique fondamental. La victoire décisive du Brésil 4-1 a démontré ce jour-là l'équipe offensive peut gagner face à un système défensif redoutable. Cette époque a ainsi clairement préparé le terrain pour une course aux armements tactiques continue, une compétition acharnée entre ceux qui s'efforcent de créer et ceux qui s'efforcent de neutraliser. Les années 1970 ont donc vu l'émergence du football total, très offensif des Pays-Bas, mais également l'influence du continu du catenaccio défensif italien. Si le Brésil a remporté la Coupe du Monde 70 et que malgré que les Pays-Bas l'aient perdue en 74 contre l'Allemagne de l'Ouest, une équipe remarquée pour son organisation et son marquage individuel. Cela montre qu'une philosophie bien offensive, bien que révolutionnaire, peut être contrée par une organisation défensive solide. Les tactiques de football n'évoluent pas de manière linéaire, mais plutôt de manière cyclique, comme un mouvement de pendule. Les périodes caractérisées par des philosophies offensives dominantes, telles que le football total, sont suivies donc par des innovations défensives, comme le marquage zonal et le pressing de Sacchi dans les années 80, conçus pour neutraliser ces menaces offensives. Cette adaptation et cette contre-adaptation constante entre l'attaque et la défense sont une dynamique fondamentale et durable qui alimente l'évolution continue du jeu. Si les années 70 ont été marquées par l'audace offensive et la fluidité du football total, la décennie suivante allait voir un rééquilibrage des forces. Les années 80 ont en effet inauguré une ère discipline défensive et des stratégies de pressing novatrices, avec Arrigo Sacchi en tête de proue, transformant la manière dont les équipes abordaient le jeu sans ballon. Les années 80 ont marqué un profond virage vers une plus grande discipline défensive dans le football. Arrigo Sacchi, qui a pris les rênes du Milan AC en 1987, est apparu comme la figure visionnaire qui a fondamentalement redéfini le paysage tactique du sport. Il a audacieusement remis en question l'idée répandue selon laquelle les tactiques défensives étaient intrinsèquement négatives ou ennuyeuses, démontrant au contraire qu'elles pouvaient considérablement améliorer la beauté du football et l'efficacité du jeu. La philosophie de l'italien était enracinée dans une approche organisée et collective, où chaque joueur devrait contribuer activement aux phases défensives et offensives du jeu. Sacchi a mis en place un jeu de pressing haut, révolutionnaire, basé sur le marquage zonal. Une rupture radicale avec les systèmes de marquage individuels, alors dominants dans le football italien. Ces équipes évoluaient dans une formation 4-4-2, très compacte, caractérisée par une coordination et une intensité extraordinaires, mettant une ligne défensive remarquablement serrée, avec pas plus de 25 mètres entre l'attaque et la défense, c'est-à-dire un bloc compact. Le piège du hors-jeu, exécuté avec une précision méticuleuse, servait d'arme défensive cruciale. Cet AC Milan de Sacchi a des joueurs légendaires comme Franco Baresi, Paolo Maldini ou encore Marco Van Basten.
a atteint une domination sans précédent dans le football européen, remportant notamment 2 Coupes d'Europe consécutives en 88 et 90. Ces idées de jeu révolutionnaires ont profondément influencé les générations futures de managers, y compris des figures très réussies comme Pep Guardiola ou encore Jürgen Klopp. L'approche de Sacchi a marqué un tournant où le pressing a transcendé son rôle de simple outil défensif. Alors que la défense était traditionnellement perçue comme un moyen d'arrêter l'adversaire, le système de Sacchi, tout en soulignant la discipline défensive, y intégrait un pressing haut et une règle de récupération du ballon dans les 6 secondes suivant la perte de la possession. Le pressing moderne, tel que défini maintenant en 2025, implique de récupérer le ballon pour ensuite passer rapidement à une phase d'attaque. Sacchi a transformé le pressing en une stratégie proactive visant à récupérer le ballon dans des positions avantageuses, souvent des positions hautes sur le terrain. Cela permettait donc à ces équipes de lancer immédiatement de nouvelles séquences offensives depuis des positions plus proches du but. Un autre entraîneur italien, Enzo Bearzot, avait lui un petit peu l'opposé de ce que faisait Arrigo Sacchi. Arrigo Sacchi, lui, se basait sur un système qui était strict, tandis que l'entraîneur de l'équipe nationale italienne victorieuse en 1982 était très apprécié pour ses prouesses tactiques, sa préparation méticuleuse et sa polyvalence remarquable. Contrairement à de nombreux contemporains, il ne préférait ne pas imposer de plan tactique rigide ou de phase de jeu prédéfinie à ses joueurs, estimant plutôt qu'ils devraient avoir la liberté d'exprimer leurs capacités et leurs talents individuels. Son équipe utilisait généralement une formation fluide en 4-3-3 qui démontrait une capacité impressionnante à se transformer dynamiquement en d'autres formes telles que le 4-4-2, le 5-2-3 ou même le 3-5-2 tout au long d'un match. La perspicacité tactique de Bearzot a été particulièrement évidente lors de leur match crucial du deuxième tour contre une formidable équipe brésilienne, où il a stratégiquement modifié la formation de l'Italie pour contenir efficacement le milieu de terrain brésilien et les empêcher de dominer la possession. Son équipe était exceptionnellement douée pour exploiter les espaces créés par les adversaires et générer des opportunités de but à partir de contre-attaques rapides et très organisées, immédiatement après avoir récupéré la possession. Ils ont également fait circuler habilement la possession pour conserver leur énergie, faisant preuve d'une approche pragmatique. Ce mélange unique de résilience défensive, de flexibilité tactique et de puissance en contre-attaque a fidèlement conduit leur triomphe inattendu mais bien mérité. Les années 80, tout en inaugurant une ère de discipline systématique accrue et de primauté défensive, illustrée par Sacchi, ont également réaffirmé avec force l'influence durable presque paradoxale du génie individuel. Dans les années 80, le système était donc roi, mais un entraîneur comme Carlos Bilardo, entraîneur et sélectionneur de l'équipe d'Argentine, lui a dû s'adapter à un joueur comme Diego Maradona, lors de la conception du système argentin vainqueur de la Coupe du Monde 86. Le Milan d'Arrigo Sacchi, une force dominante de l'époque, exemplifiait une approche centrée sur le système, où l'organisation collective et le pressing étaient primordiaux. Leur succès était perçu comme un triomphe du système tactique. L'Argentine de Bilardo, en revanche, a montré comment un système pouvait être spécifiquement construit autour d'un génie individuel, comme Diego Maradona, pour élever une équipe de bons joueurs à un niveau supérieur. Il ne s'agissait pas d'un système rigide s'imposant aux joueurs, mais plutôt d'un cadre conçu pour libérer ses capacités uniques. Cette période a mis en évidence que si un système robuste et bien rodé pouvait avoir un succès constant, un joueur véritablement exceptionnel pouvait obliger un entraîneur à adapter le système pour maximiser son talent. Cette tension entre la structure collective et le brio individuel demeure un thème central dans les tactiques du football. Et c'est un débat qui reste toujours et demeure un thème central dans les tactiques du football, annonçant les débats donc sur est-ce qu'on construit notre équipe autour d'un joueur ou est-ce qu'on construit notre système pour un joueur. Est-ce qu'on construit un système pour Kylian Mbappé par exemple, ou est-ce que l'on construit un système pour une individualité afin que celle-ci rayonne plus qu'une autre. Après la consolidation de la discipline défensive et l'émergence du pressing dans les années 80, les années 90 ont servi de creuset pour la consolidation de ces idées, tout en introduisant une polyvalence tactique accrue.
Cette décennie a vu des entraîneurs emblématiques comme Johan Cruyff et Sir Alex Ferguson affiner des philosophies de jeu distinctes, posant les jalons sur des évolutions futures. La Dream Team de Johan Cruyff est le jeu de position. Après son illustre carrière de joueur, Johan Cruyff a entamé son parcours d'entraîneur à l'Ajax en 1985, où il a immédiatement introduit sa philosophie offensive centrée sur la possession, le mouvement dynamique et l'excellence technique. Il a ensuite rejoint Barcelone, où il a construit ce qui est largement considéré comme son véritable chef-d'œuvre, l'emblématique Dream Team. Cette équipe est devenue une référence absolue du football protagoniste, un style qui prônait le jeu attrayant et axé sur une identité. Le Barcelone de Johan Cruyff a notamment introduit et popularisé le jeu de position, Juego de Posición en espagnol, une philosophie où chaque joueur avait un rôle défini, où l'équipe se déplaçait comme une unité cohérente, maintenant toujours le contrôle du ballon et de l'espace. Il a audacieusement opté pour une formation en 3-4-3, mettant l'accent sur le football offensif et la largeur, et privilégiant la compétence technique à la simple physicalité. La célèbre maxime de Cruyff, si vous avez le ballon, l'adversaire ne peut pas marquer. Souligner sa conviction de contrôler le jeu par des passes rapides et précises. Cette philosophie fondamentale a posé les bases immuables de la domination ultérieure de Barcelone dans les années 2006 à 2015, inspirant directement le style tiki-taka et la révolution de Pep Guardiola. Le succès d'une philosophie tactique, véritablement révolutionnaire, ne se limite pas toujours au résultat immédiat d'une seule équipe ou d'un seul entraîneur. L'héritage de Cruyff comprend la création de la Masia, la célèbre académie de Barcelone, avec un accent mis sur la possession et le jeu offensif. Pep Guardiola conclut même que sans Johan Cruyff, il n'y aurait pas de tiki-taka, pas de révolution Guardiola et pas d'âge d'or de Barcelone. Il s'agit de l'établissement d'une philosophie institutionnelle profondément enracinée et qui imprègne le développement des jeunes joueurs et façonne l'identité du club pendant des décennies. Les principes de Cruyff, issus du football digital de Michels, n'ont pas seulement été appliqués à l'équipe première, mais ont été intégrés dans le même tissu du système et du développement de la Masia. Cela a assuré un approvisionnement constant de joueurs formés aux exigences techniques et spécifiques du jeu de position. Lorsqu'un entraîneur visionnaire comme Cruyff établit des principes profonds et à long terme, notamment par le biais d'un développement intégré des jeunes et une identité de club plus claire, cela peut créer un effet d'entraînement sur plusieurs décennies. Ce travail fondamental façonne les générations suivantes de joueurs et d'entraîneurs, combinant à des périodes de domination soutenues à un héritage stylistique reconnaissable pour une institution démontrant le pouvoir de la vision stratégique sur les solutions tactiques à court terme. Passons maintenant à notre Écossais préféré. Le mandat inégalé de Sir Alex Ferguson de 1986 à 2013 a été défini par un engagement incessant envers une évolution continue et une adaptabilité tactique remarquable. Au cours de ces 26 années, il a magistralement construit et reconstruit au moins 4 équipes différentes gagnantes de titres avec des saveurs tactiques différentes. Un exploit que peu de managers réalisent, et même une seule fois. Initialement, son approche était pragmatique, se concentrant sur l'établissement d'une base défensive solide, étayée par la discipline et la physicalité. Au début des années 90, l'approche de Ferguson a considérablement évolué, vers des styles plus offensifs. Ces équipes de United sont devenues réputées pour leur largeur, leur contre-attaque rapide et leur pression incessante sur les adversaires. Il accordait une immense importance aux joueurs de couloir naturels, comme Ryan Giggs et David Beckham, qui ont joué des rôles déterminants dans l'étirement des défenses et la création de nombreuses opportunités offensives. La saison emblématique du triplé en 1998 et 1999 a parfaitement illustré sa flexibilité tactique. United a fait varier ses styles de manière différente, contre des adversaires différents, dominant les équipes plus faibles avec des vagues d'attaque tout en se montrant prudent, contre des équipes européennes plus fortes pour absorber la pression et contre-attaquer impitoyablement. Les équipes de Ferguson, avec leur accent sur la récupération rapide du ballon et les transitions rapides, ont montré une première version des systèmes de pressing et de contre-attaque
qui serait plus tard perfectionné par Jürgen Klopp ou encore et de nombreux entraîneurs allemands. Ces formations n'étaient pas fixes car il employait fluidement le 4-4-2, le 4-5-1 ou encore le 4-3-3 en raison et en fonction des joueurs disponibles et des enjeux de la compétition. La véritable grandeur managériale, en particulier sur de longues périodes, ne se limite pas à l'œuvre d'un seul système réussi. La capacité unique de Ferguson à rajeunir ses équipes en construisant 4 équipes différentes capables de gagner sur quasiment 30 ans de football. L'héritage de Sir Alex suggère que l'adaptabilité elle-même peut fonctionner comme une philosophie fondamentale et globale, permettant à un manager d'atteindre un succès durable en réinventant son approche à travers différentes époques et différents profils de joueurs. Alors que les années 90 avaient vu l'affinement des philosophies de jeu et l'importance de l'adaptabilité, le nouveau millénaire a marqué une ère de globalisation et de spécialisation tactique. Les années 2000 ont été le théâtre de l'ascension de figures managériales comme José Mourinho et Carlo Ancelotti ont chacun apporté des approches distinctes, façonnant le jeu à travers une solidité défensive et une gestion pragmatique des talents. José Mourinho est une figure emblématique des années 2000. Synonyme de solidité défensive, de transition rapide et fulgurante, ses équipes, notamment Chelsea et l'Inter de Milan, se caractérisaient par une approche très pragmatique, souvent ultra défensif, parfois controversée et surnommée avec l'expression anglaise « park the bus », gare le bus sur le terrain. Cette stratégie se consacrait méticuleusement sur le blocage des zones de tir, l'établissement de multiples lignes défensives, employant fréquemment une formation compacte, le 6-2-2 en formation défensive. 6 joueurs sur une ligne, les 2 milieux de terrain offensifs en rôle de milieu défensif et les 2 attaquants. Le succès remarquable de Mourinho avec cette stratégie, y compris la victoire de plusieurs titres avec Chelsea et son triplé en 2010 avec l'Inter, a démontré une force impitoyable et une efficacité qui pouvait triompher en dépit d'un attrait esthétique qui pouvait être assez ennuyeux sur un terrain, bien que leurs résultats furent très bons. On l'a vu aussi par la suite que cette approche tactique a marché à certains moments, mais n'a pas plu du tout à se reproduire dans des situations plus récentes avec notamment Manchester United, Tottenham ou encore Fenerbahçe actuellement. On l'avait vu notamment utiliser un joueur comme Samuel Eto'o dans un poste d'arrière gauche pour amener de la vitesse et bloquer des ailiers droits rapides. Il a utilisé beaucoup de formes de systèmes différents, du 4-4 de losange au Real, du 4-3-3, du 4-1-4-1, du 4-2-3-1. Ce n'est pas ces coachs qui n'ont entre guillemets qu'un seul système de jeu. Quand je dis ça, ce n'est absolument pas péjoratif, mais c'est un coach qui a été capable de s'adapter à ses joueurs et de fournir des systèmes différents. Passons maintenant à un collègue italien, encore un italien, cette fois-ci Don Carlo. Carlo Ancelotti est reconnu pour son calme et sa flexibilité tactique, ayant remporté des titres de champion dans 4 des 5 grandes ligues, 4 Ligues des Champions, un record qu'il partage avec Zinedine Zidane et Pep Guardiola. Sa philosophie managériale est caractérisée par une capacité unique à s'adapter aux forces de ses joueurs plutôt que d'imposer un système. Cela lui a notamment posé des soucis dans ses dernières saisons au Real Madrid. À l'AC Milan, Ancelotti a mis en place un 4-3-1-2, je précise bien, avec un losange au milieu de terrain qui permettait à ses joueurs créatifs de s'épanouir tout en maintenant la stabilité défensive. Andrea Pirlo jouait le rôle de regista, c'est-à-dire un meneur de jeu offensif, mais dans un rôle de milieu défensif. Kaka celui de milieu offensif, tandis que ses 2 milieux de terrain relayeurs, Gattuso et Clarence Seedorf, assuraient l'équilibre. Et Maldini et Nesta menaient la défense. Ce système a conduit le Milan AC à remporter la Ligue des Champions en 2003 et 2007, la Serie A en 2004, au Real entre 2013 et 2015 de gagner. Son 4-3-3 a évolué vers un 4-4-2 en losange pour y intégrer Karim Benzema et Cristiano Ronaldo, avec notamment Angel Di Maria, qui lui jouait un rôle de milieu offensif dans le Real de 2014 de la Decima. Ancelotti excelle dans la gestion des personnalités, créant une atmosphère calme et positive qui lui vaut la confiance de ses joueurs, même les plus grandes stars.
Ces équipes sont solides défensivement tout en étant dangereuses en attaque, trouvant avec réussite le juste équilibre entre structure et créativité. Des ajustements tactiques subtils dans les grands matchs, comme le déplacement de Federico Valverde vers un rôle d'un milieu latéral lors de la finale en Ligue des Champions en 2022, pour neutraliser l'attaque de Liverpool et le mal que faisait Sadio Mané à Dani Carvajal. Passons maintenant à la fin des années 2000, en parlant non pas de Pep Guardiola, que je pense qu'il est beaucoup plus révolutionnaire en 2010 et dans les années 2020. Passons maintenant à un autre Espagnol, Vicente Del Bosque. C'est l'un des managers les plus respectés de sa génération et reconnu pour son sens tactique et son calme. Son mandat au Real Madrid et avec l'équipe nationale espagnole a mis en évidence une philosophie ancrée dans la fluidité, l'adaptabilité et une profonde compréhension du football moderne. Les principes tactiques de Del Bosque tournaient autour du football basé sur la possession, mettant l'accent sur le football et la créativité et le contrôle. S'inspirant de la riche tradition de l'espagnol du tiki-taka, il l'a porté à son apogée. Cependant, contrairement aux interprétations rigides du système, Del Bosque a introduit de la flexibilité, permettant donc à ses équipes de s'adapter à diverses situations. La discipline positionnelle était la pierre angulaire de son approche. Del Bosque a souligné l'importance de maintenir l'équilibre sur le terrain, assurant la solidité défensive sans compromettre la fluidité offensive. Les joueurs sous sa direction étaient bien entraînés dans leur rôle, mais avaient la liberté de s'exprimer. Cet équilibre entre structure et la créativité a permis des transitions fluides entre l'attaque et la défense, surprenant souvent ses adversaires. Un trait distinctif de ces équipes était leur organisation défensive, en particulier durant la période entre l'Euro 2008 et l'Euro 2012. Le système de pressing haut, combiné à des lignes compactes, rendait difficile pour les adversaires de jouer au milieu. Vicente Del Bosque s'était appuyé sur des joueurs polyvalents tels que Busquets, Xabi Alonso et Xavi, avec Iniesta qui jouait ailier gauche, Cesc Fabregas jouait quasiment faux numéro 9 et David Silva jouait milieu droit. C'est-à-dire que l'Espagne jouait en 4-6-0, c'est-à-dire avec 6 milieux de terrain dans son effectif. Del Bosque a fait preuve d'une flexibilité tactique, passant d'une arrière-garde à 3 défenseurs durant les années 90 avec le Real Madrid, à une défense à 2 permettant à Michel Salgado et à Roberto Carlos de mieux gérer les faiblesses défensives des défenseurs centraux de l'époque. Cette capacité à s'adapter en fonction des joueurs disponibles et des problèmes rencontrés, comme une défense qui saignait des buts en Ligue, c'est-à-dire qu'elle encaissait beaucoup trop, a été déterminante pour le succès de ses équipes, y compris la victoire en Ligue des Champions. Sa plus grande force était peut-être ses compétences en gestion humaine. Del Bosque a créé un environnement de confiance et de respect favorisant l'unité au sein de ses équipes, composées de stars. Sa capacité à intégrer différentes personnalités et styles dans une unité cohérente a joué un rôle déterminant à l'obtention de la Coupe du Monde et de l'Euro 2012. Avec des joueurs qui jouaient essentiellement au Barça et au Real, il a réussi à les faire cohabiter pour que ceux-ci soient la génération espagnole la plus forte de l'histoire, en attendant celle existante avec les Pedri, les Lamine Yamal, les Dean Huijsen, les Alejandro Balde et consorts. Passons maintenant aux années 2010. Et là, nous allons rentrer dans des choses beaucoup plus spécifiques, dans des choses qui peuvent paraître par moments un petit peu folles. Pep Guardiola est devenu le prophète moderne du tiki-taka et du jeu de position. Des styles qui ont dominé le football des années 2010. Sa philosophie principale est de contrôler le jeu par la possession du ballon et par un positionnement intelligent. Non pas pour les statistiques, mais pour épuiser l'adversaire et créer des opportunités de but. Le jeu de position est un système structuré où chaque joueur a une position et un rôle précis, assurant une occupation optimale de l'espace horizontalement et verticalement. Les équipes entraînées par Pep sont méticuleusement entraînées à maintenir la possession, à contrôler le tempo, à créer des triangles, des échanges de passes en losange, facilitant la circulation et le déplacement de l'adversaire. L'approche tactique de Guardiola, bien qu'enracinée dans le 4-3-3, est réputée pour sa fluidité et son dynamisme, se transformant souvent en 3-2-5 en attaque.
Dans ce système, les défenseurs centraux jouent un rôle de pivot. L'un d'eux s'avance souvent au milieu du terrain pour créer une situation d'une défense à 3 en possession, insérant une supériorité numérique et une meilleure circulation du ballon. En phase offensive, l'équipe prend donc la formation d'un 3-2-5 avec les ailiers occupant la largeur, les milieux défensifs offrant un rôle de soutien, les milieux offensifs participant à l'attaque à 5. Cela submerge donc les défenses adverses à la fois par le centre et par les côtés, avec des permutations de position entre les ailiers et les milieux offensifs qui perturbent la structure défensive de l'opposition. En transition, la tactique met donc l'accent sur un contre-pressing immédiat, également connu sur le nom qui vient d'Allemagne, donc le Gegenpressing, contre-pressing en allemand. Lorsque la possession est perdue, les joueurs se ruent sur le porteur du ballon et la zone environnante pour provoquer une perte de balle et ainsi une récupération haute sur le terrain. Cette pression agressive vise donc à récupérer la balle haute avant que l'adversaire ne puisse organiser une contre-attaque. Maintenant, ainsi la possession, la pression et le contrôle. Sans le ballon, la forme 3-2-5 en attaque sert donc à étirer la défense adverse et à fournir une protection contre les attaques, contre les contre-attaques. Grâce à deux milieux défensifs devant la ligne de 3, la ligne défensive haute et le pressing intense réduit les espaces dans lesquels les adversaires peuvent opérer, rend donc le terrain et l'espace plus petits pour celui-ci. Ce système complexe exige des joueurs une compréhension tactique et une capacité technique et une condition physique élevée. On l'a remarqué cette année durant la saison 2024-2025 à Manchester City, les joueurs de Citizen n'étaient plus en capacité de respecter ce système de 3-2-5 avec ballon et on a vu une équipe de City en grande difficulté avec une équipe qui était très mauvaise en occasion créée et une équipe qui était très 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 mauvaise défensivement avec d'énormes erreurs, notamment de Ederson, son gardien, et des situations de relance de passes et des passes ratées, et donc des joueurs qui étaient dos au jeu. On a vu notamment des Rico Lewis au milieu de terrain perdre des tannées de ballons, car celui-ci n'était pas capable de relancer et de garder des ballons dos au jeu sous pression. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Dans ces années 2010-2020, Liverpool ne se cite pas sans Manchester City et Manchester City ne se cite pas sans Liverpool. Donc Jürgen Klopp ne se cite pas sans Pep Guardiola et inversement. Alors que le tiki-taka de Pep Guardiola mettait l'accent sur le contrôle, le concept donc de gegenpressing apporté à une urgence du football nouvelle, popularisé donc par Jürgen Klopp avec ses équipes du Borussia Dortmund et plus tard de Liverpool, est une tactique qui consiste à presser immédiatement l'adversaire dès la perte du ballon pour le récupérer. Cette approche exige donc un effort physique et une coordination immense de la part des joueurs. Le gegenpressing se distingue du pressing traditionnel. Le pressing est une pression exercée sur un adversaire pour récupérer le ballon, souvent déclenchée lorsque le ballon recule ou est passé vers le gardien. En revanche, le contre-pressing est une tentative de récupérer le ballon immédiatement après l'avoir perdu, exploitant la désorganisation temporaire de l'adversaire. L'objectif est donc de créer des opportunités de but à partir du chaos que cela crée. Cette tactique est donc devenue une norme défensive pour les meilleurs clubs du monde, soulignant l'importance de transformer la défense en arme d'attaque. Les années 2010 ont donc vu une intensification des exigences physiques et techniques sur les joueurs, marquant une évolution notable des rôles traditionnels. Les distances parcourues à haute intensité, le nombre d'actions de haute intensité et les distances de sprint ont augmenté de manière significative entre 2006 et 2019. Cette tendance devrait donc se poursuivre au moins jusqu'en 2030, exigeant des équipes qu'elles appliquent plus de pression pour gagner des matchs, ce qui se traduit par une augmentation des séquences de pressing haut, des contre-attaques et des sprints. En réponse à ces exigences, la polyvalence des joueurs est devenue une norme incontournable. Les défenseurs centraux et les gardiens de but, autrefois moins sollicités physiquement, sont désormais contraints de contribuer davantage aux phases d'attaque. Les défenseurs centraux ne sont plus des simples remparts défensifs, mais des acteurs clés de la construction du jeu,
capable de faire des passes sous pression et de briser les lignes adverses. Les gardiens modernes comme Ederson agissent eux comme des libéraux, c'est-à-dire un joueur supplémentaire maîtrisant le jeu au pied et participant activement à la construction. Les latéraux ont évolué vers des rôles hybrides, certains devenant des pistons offensifs, donc des ailiers quasiment, tandis que d'autres se transforment en défenseurs centraux excentrés, participant à la relance. Et d'autres deviennent des milieux de terrain lorsqu'ils s'insèrent dans celui-ci. Le rôle du meneur de jeu numéro 10 traditionnel, j'en ai même fait un podcast, je vous invite à aller l'écouter, le meneur de jeu axial devient désormais contribuer davantage défensivement et s'adapter à un football plus intense, comme notamment Kevin De Bruyne à Manchester City. Ces changements reflètent une adaptation aux exigences d'un football plus rapide, plus exigeant, où la capacité à occuper plusieurs postes et plusieurs rôles est primordiale. Maintenant, passons à ce qui est en train de se passer, les années 2020 à 2025. Depuis 2020, le football a connu d'importantes évolutions tactiques, marquées par l'innovation et l'influence croissante de la technologie. Au-delà des philosophies dominantes comme le jeu de position, une nouvelle approche, le relationnisme, inspiré du football total, gagne du terrain. Le relationnisme privilégie la flexibilité, encourageant les joueurs à permuter les positions et faire preuve d'initiative. D'autres équipes, comme le Bayer Leverkusen en 2023-2024, avec une équipe qui a fini invaincue, et le Bologne de Thiago Motta, qualifié pour la Ligue des Champions, confirment la viabilité de ces philosophies, même avec des ressources différentes. Je précise, je parle bien donc du jeu de position et du football avec le ballon. Il est crucial de noter que le jeu de position et le relationnisme ne sont pas antinomiques. De nombreuses équipes combinent des éléments des deux, adoptant une structure positionnelle, tout en encourageant la créativité individuelle dans certaines zones. Cette hybridation permet de conjuguer la solidité du jeu de position et l'imprévisibilité du relationnisme, créant des systèmes plus complets et adaptables. La polyvalence est donc devenue une exigence incontournable depuis 2020, les joueurs devant être capables de s'adapter à différents rôles et phases de jeu. Les latéraux traditionnels évoluent vers des rôles hybrides devenant des pistons, assurément la largeur comme à l'Inter de Milan, tandis que d'autres se transforment en défenseurs centraux excentrés, participant à la relance. On l'a vu notamment au PSG et à Manchester City. Qui dit année 2020, qui dit volonté d'aller sur la Lune, volonté d'aller dans l'espace, qui dit technologie, dit intelligence artificielle. Donc la technologie et l'IA en particulier révolutionnent le football. Les clubs utilisent des données massives pour affiner leur stratégie, allant de l'analyse vidéo avec plusieurs angles, avec des systèmes de suivi de GPS, des puces qui fournissent donc les données, vous le savez, sur la vitesse, l'accélération, le positionnement, le rythme cardiaque, permettent donc aux entraîneurs d'adapter leur plan et d'analyser les stratégies adverses. L'analyse prescriptive est la prochaine évolution au-delà d'un entraînement prédictif, devrait donc révolutionner le football et l'entraînement sportif, en ne se contentant pas de prévoir les résultats, mais en recommandant également des actions concrètes pour atteindre les objectifs de performance souhaités. L'intégration des données portables dans l'analyse vidéo et l'émergence de nouvelles fonctions hybrides associant la force et la condition physique à l'analyse des données sont une tendance majeure pour 2025. La technologie facilite également la création de programmes d'entraînement sur mesure qui répondent aux besoins uniques de chaque poste, de chaque joueur, soulignant donc l'importance de la personnalisation dans l'amélioration des performances. Pour conclure, on peut dire que l'évolution du football de 1970 à 2025 est une saga fascinante de réinvention tactique, marquée par un cycle incessant d'innovation et de contre-innovation. Des idéaux offensifs à la discipline défensive, en passant par l'adaptabilité et la domination de certaines équipes, chaque décennie a apporté son lot de transformations profondes. Le jeu a constamment oscillé entre phases où l'attaque primait et des périodes où la solidité défensive devenait la clé du succès. Cependant, une tendance constante émerge, la recherche d'un équilibre dynamique
Le pressing, initialement tactique défensive, est devenue une arme offensive. La polyvalence des joueurs est passée d'un atout à une exigence fondamentale. À l'horizon 2025, le football est un sport où l'hybridation des philosophies et le jeu de position ainsi que le relationnisme créent des systèmes complexes et imprévisibles. Il est difficile de comprendre un match de foot en ne le regardant qu'une seule fois. Avant, on parlait de système de jeu avec des systèmes fixes. Maintenant, on parle de système avec et de système sans ballon. Le football de demain sera défini par une adaptabilité tactique encore plus poussée et on le remarque même à n'importe quel niveau de footballistique. Que ce soit du niveau de district, dans les plus basses divisions françaises ou au niveau Ligue des Champions, certaines façons de jouer sont déjà transmises. Cette quête continue de l'excellence tactique promet un avenir où le beau jeu ne cessera de nous surprendre et de nous captiver, et on retrouve des cerveaux et des coachs qui, eux aussi, veulent encore évoluer et veulent être le nouveau précurseur de ce monde footballistique. J'espère que ce podcast vous aura plu. C'était Arthur dans Sport à 360. Bonne journée et à bientôt.